Bonjour tout le monde. Donc bon, l'idée du Notoy en fait est venue, c'est une société familiale et dans la famille, on est tous un petit peu mordus de mer, de nautisme, de plaisance. Et donc, à chaque fois, on se disait, bon, pourquoi ne pas améliorer ça sur ce bateau? Pourquoi ne pas améliorer ça sur ce bateau? Et en fin de compte, on s'est dit un jour, pourquoi ne pas développer notre propre bateau? Et donc, c'est ce qui s'est fait. C'est un bateau qui est à 100% tunisien, comme vous allez le voir probablement sur le petit film. Et, euh, et donc, on a réussi à développer le Notoy dans sa première version, donc le N17, qui est un 7 mètres, euh, qui a également une version beaucoup plus écolo. C'est une version avec moteur électrique et qui est lui-même assez écologique parce qu'il est fabriqué selon une technologie, disons, assez moderne, qui est la technologie de l'infusion, qui permet d'avoir des bateaux plus légers, donc moins énergivores. Voilà. Maintenant, par rapport à la plaisance en Tunisie et par rapport au secteur de l'industrie navale en général. Donc, ce dont on a l'impression, en fait, c'est que la plaisance en Tunisie est dans les starting blocks depuis toujours. Et en fait, elle ne démarre pas. Et ça, c'est un gros problème. En fait, quand on parle de nautisme en Tunisie ou d'industrie navale, il y a un mot qui revient, c'est potentiel. Potentiel. En fait, effectivement, c'est un potentiel, mais qui est très mal exploité. Très mal exploité parce que quand on parle de la Tunisie, on parle de 1300 km de côte. C'est pas peu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur ces 1300 km de côte, qui est en fait le véritable capital de la Tunisie, de cette économie bleue? Il y a 8 marinas et une trentaine de petits ports de pêche principalement, hein, peut-être même moins que 30. Alors, si on fait un comparatif rapide par rapport à des pays voisins, sans aller trop loin, si on parle par exemple de Malte. Malte, c'est une île qui a 140, 150 km de côte à peu près. C'est une île qui fait 40 par 40 en gros. Malte a, comme la Tunisie, 8 marinas et plusieurs dizaines de petits ports. Et là, quand je parle de petits ports, je parle de petits ports de plaisance. Donc, ce ne sont pas des marinas, mais ce ne sont pas des ports de pêche non plus. Imaginez un petit peu, avec 8 fois moins de côtes que la Tunisie, ce que fait Malte. Imaginez ce que pourrait faire la Tunisie avec 8 fois plus que ce qu'elle a aujourd'hui. Ça serait vraiment un développement au niveau de cette économie bleue extraordinaire. Le problème, c'est que cette courbe qu'on est en train de voir, en fait, elle est en train même de s'inverser. C'est-à-dire que la Tunisie, au cours des 10 dernières années, a perdu 10 chantiers navals, c'est-à-dire une moyenne de 1 chantier par an. Et quand je parle de chantier naval, je parle de chantier de constructeurs de nouveaux bateaux. Je ne parle pas de chantier d'entretien. Je parle de constructeurs de nouveaux bateaux. Nous avons perdu pratiquement 1 chantier par an. C'est terrible. Et pourquoi cette perte-là? En fait, d'abord parce que le marché local est peu porteur. Donc vous allez voir que en fait, sur les gens qui investissent au niveau de l'industrie navale en Tunisie, vous avez deux catégories, soit ceux qui sont intéressés par le marché local, soit ceux qui viennent, qui investissent en Tunisie parce qu'ils y trouvent leur compte au niveau main-d'œuvre, qualité de main-d'œuvre, etc., pour réexporter par la suite les bateaux fabriqués. Alors, ceux qui sont intéressés par le marché local, il faut savoir qu'il est peu porteur. Ceux qui sont intéressés par la réexportation des bateaux ont des problèmes de conflits sociaux au sein de leurs entreprises qui peuvent ralentir un petit peu leur rythme et les décourager. Et malgré le fait qu'on ait une main-d'œuvre de qualité et bon marché, jusqu'à ce jour, nous n'avons toujours pas de centre de formation dédié à l'industrie navale. Et ceci est un gros problème. C'est-à-dire que je prends le cas de Notoy. Aujourd'hui, nous prenons nos techniciens des centres de formation en menuiserie. C'est vrai que ça peut faire l'affaire, c'est vrai qu'ils sont bien formés, mais ce ne sont toujours pas des spécialistes. Et quand vous avez affaire à des investisseurs qui viennent, qui voudraient un plug and play, c'est-à-dire qui voudraient trouver des techniciens prêts, qui voudraient trouver des aires prêtes pour travailler, ça pose un problème parce que le technicien, en fait, n'est pas prêt parce qu'il n'est pas formé à l'industrie navale. Donc, nous avons une main-d'œuvre, certes de qualité, certes bon marché, mais toujours pas spécialisée à un niveau qu'on voudrait. Donc, ça, il faudrait vraiment travailler avec l'État, avec les ministères en question pour développer ce genre de centre de formation. Maintenant, je reviens sur le premier point, pourquoi le marché local n'est pas porteur. Le marché local n'est pas porteur, et Mounet en a parlé, merci pour l'introduction, parce qu'il y a d'énormes problèmes législatifs. D'abord, c'est soumis à une panoplie d'autorisations qui sont rébarbatives et décourageantes. Ensuite, vous avez que il n'est pas porteur parce que même pour le plaisancier tunisien, aujourd'hui, un simple plaisancier qui voudrait acheter un bateau,
se trouve soumis à des autorisations et il y a une fiche de renseignement sécuritaire qui se fait et qui peut prendre plusieurs mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, pour qu'elle soit validée et prête et pour que vous ayez le droit d'acheter un bateau en Tunisie. C'est totalement aberrant. On peut le comprendre. On peut le comprendre parce que la Tunisie peut, je dis bien peut être un maillon de la chaîne d'immigration clandestine. Peut. Mais je vous rassure, la Tunisie est très loin d'être le premier pourvoyeur en immigrés clandestins et au contraire, elle fait son maximum pour éviter ce genre de phénomène. Mais disons que pour éviter ceci, il y a ces renseignements sécuritaires qui sont faits par rapport aux acheteurs de bateaux. Mais quand on met 6 mois pour donner cette fiche-là, vous comprendrez que ça en découragerait plus d'un. Les plaisanciers comptent leur été en week-end. Si vous leur dites que vous allez attendre 4 mois avant d'avoir votre autorisation, ben, ils auront vite fait d'aller chercher ailleurs leur plaisir estival. Il y a des problèmes fiscaux. Et là aussi, Mounir en a parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez un bateau, vous êtes soumis à un droit de consommation, vous êtes soumis à la TVA, vous êtes soumis au FODEC, vous êtes soumis à toutes les taxes. Bon. Et même s'ils ont diminué substantiellement les droits de consommation, qui sont passés depuis 2 ans de 50 à 20%, les droits et taxes combinés demeurent à un niveau de 43%, ce qui est énorme et ce qui fait que les bateaux, comme on l'a vu pour les voiliers, pour les hôtels, hein, par exemple, pour même des bateaux, des petits bateaux simples, ça rend le coût du bateau extrêmement élevé et c'est décourageant. Troisième problème, c'est qu'il y a un problème de priorisation. Bon, tout le monde sait qu'en Tunisie, les 10 dernières années, il y a eu des priorités politiques, économiques, sociales et autres, et personne ne peut le nier. Et donc, l'économie bleue, vous pensez bien, est passée au 2e rang, voire même au 3e rang. Aujourd'hui, je pense qu'avec 1300 km de côte, on ne peut pas parler d'option quand on parle d'économie bleue. C'est une priorité absolue. Parce que quand vous regardez un petit peu, quand vous voyez tous les débouchés que pourrait avoir cette économie, on doit vraiment s'en occuper en priorité et la laisser se développer. Et enfin, il y a un problème de mentalité, c'est-à-dire qu'en Tunisie aujourd'hui, dans la mentalité des gens, seuls les riches peuvent avoir un bateau, ce qui est totalement faux, parce que la plaisance n'est pas dédiée aux gens, n'est pas dédiée aux bateaux, aux yachts de 30, 40 et 50 mètres. La plaisance commence à partir d'un bateau de 4 mètres et demi, 5 mètres, avec un petit moteur de 9,9 chevaux, et vous pouvez aller vous adonner à vos loisirs tous les week-ends, pêcher, découvrir de nouvelles criques, etc. Et ceci, il faut que les gens le comprennent, changent de mentalité et se disent, oui, monsieur tout le monde peut également avoir un bateau et devenir un petit plaisancier. Maintenant, si on arrive à éliminer un petit peu tous les obstacles et tous les freins qu'on a vus dans ce que j'ai exposé, comment serait l'ouverture de marché? Alors, vous imaginez bien qu'en éliminant ces obstacles, on aurait une meilleure utilisation des côtes. Quand on parle de meilleure utilisation des côtes, sans rentrer dans la partie hôtellerie que Mounet a bien développée il y a quelques instants, moi, je voudrais parler de spots aménagés. Et quand je parle de spots aménagés, c'est des spots aménagés en tenant compte de l'espace, de l'aspect environnemental. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a en Tunisie certains espaces aménagés, mais autant dire que c'est la jungle parce qu'il y a vraiment une très mauvaise gestion du côté environnemental derrière. C'est-à-dire, en général, c'est des restaurants qui font la navette avec certains touristes ou certains, certains vacanciers pour les emmener manger quelque chose dans le restaurant qui est pied dans l'eau. Mais en aval, c'est très, très mal géré. La partie déchets, la partie nettoyage, la partie durable, disons, est très mal gérée. Et c'est ce qu'il faudrait, c'est le point qu'il faudrait vérifier et le point qu'il faudrait développer pour vraiment avoir des spots aménagés intéressants. Et bien sûr, ça serait possible en libéralisant un petit peu ce côté, en enlevant les autorisations et en les remplaçant surtout par des cahiers de charges. C'est extrêmement important. Deuxième point, c'est de développer des aires de mouillage. Vous prenez le bateau, vous allez à quelques milles de la Tunisie, vous arrivez en Sicile, ce que vous voyez en premier, c'est des aires de mouillage. C'est-à-dire, vous arrivez, vous avez des gros blocs de béton qui sont mis au fond de l'eau. C'est ce qu'on appelle des corps morts ou des coffres qui sont mis au fond de l'eau et qui sont reliés à la surface par une grosse corde avec une bouée où viennent s'amarrer les plaisanciers. L'avantage est triple en fait. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le côté sécurité. Vous n'avez aucun risque de voir votre bateau
se décrocher, donc voir l'encre se décrocher et vous déporter vers les rochers, ce qui pourrait représenter un risque considérable. Deuxièmement, c'est un avantage pour la flore, parce que quand vous arrivez, que vous jetez votre encre, en levant l'encre, vous raclez le sol, le sol de le sable au fond de la mer, et là, vous prenez avec vous beaucoup de flore, et c'est extrêmement néfaste pour l'environnement marin. Là, vous avez juste à vous attacher à la bouée, à vous amarrer à la bouée, et une fois que c'est fini, vous repartez, donc sans aucun problème, et sans porter atteinte à la flore marine. Troisième avantage, c'est que, on reprend le cas de la Sicile, ce genre d'aires de mouillage sont rémunérés. Bien sûr, vous arrivez, vous payez 10 ou 15 euros pour la journée et vous avez droit à toutes les aires de mouillage de la côte ou du voisinage. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Enfin, une fois que nous aurons développé, une fois que nous aurons levé ces freins-là, on pourra parler également de la partie entretien naval, et ça, je vais laisser Claude par la suite en parler. Ça permettra de développer ce volet entretien naval qui est extrêmement important, qui est en Tunisie aujourd'hui, je dirais, à un niveau encore vraiment débutant, et rares sont les chantiers qui peuvent se targuer d'être au niveau de celui de Claude, et pourtant c'est indispensable pour entretenir une flotte marine, et vraiment il faudrait se développer ce côté-là. Bien sûr, quand on dit meilleure utilisation des côtes, on pense aussi au marina, et là on a vu le potentiel qu'il y avait. Tout le monde se rappelle un petit peu des problèmes qu'a connu la marina de Gamart pour l'ouverture, pour se développer, et jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore à 100% d'utilisation de cette marina-là. Alors, pour finir, je vais parler un petit peu des obstacles qui pourraient venir se greffer à ce genre d'idées. En fait, on revient au premier point. Les obstacles sont d'ordre législatif et fiscal. C'est-à-dire vraiment, il faut penser à remettre à plat le cadre réglementaire du nautisme en Tunisie et de l'industrie navale en général. Il faut alléger les procédures, enlever les autorisations, passer par des cahiers de charges, on l'a évoqué tout à l'heure. Deuxième point, c'est que quand on parle d'économie bleue, on ne peut pas parler d'économie bleue sans parler d'économie durable, parce que ça serait nous mettre un doigt dans l'œil et ça serait vraiment perdre le capital qui est entre nos mains. Donc quand on parle d'économie bleue, on parle d'économie durable. Les deux ensemble, ça peut faire penser à du long terme, et des fois le long terme peut être décourageant pour certaines parties ou certains acteurs. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Il faut aller sur le long terme. Il faut penser à la durabilité de notre environnement et de nos mers, et il faut avancer dans ce sens-là. Enfin, bon, je parlerai de rentabilité pure. La rentabilité à court terme, certes, ne sera pas assurée quand on parlera d'économie bleue et durable, mais elle sera à coup sûr garantie quand on parlera sur le long terme. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est créer une task force entre les différents acteurs du tourisme, du nautisme, de l'industrie navale, de tout ce qui a trait à cette économie bleue, pour aller taper du poing sur la table auprès des autorités et lever les différents freins qu'on trouve aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire en gros. Merci Ali pour ton intervention. On se rappelle très bien cet été ce que nous avons vécu avec les marinas et l'interdiction de sortir en bateau. Il y a eu une action qui a été lancée sur les réseaux sociaux, #Sayib el-Bhar, c'était vraiment lâcher la mer, débrider la mer, laisser les plaisanciers profiter de notre littoral. On envoie rapidement une petite vidéo de ton bateau, de ton intervention. En technique de construction, alors moi j'ai découvert votre bateau, je l'ai visité, voilà, je suis dans un petit peu partout sur ce bateau. Alors, je suis étonné par la qualité de construction. Vous avez des contre-moules un peu partout dans ce bateau. Absolument, on a mis des contre-moules un peu partout. On a essayé de ne pas lésiner sur la qualité des matériaux utilisés et de la méthode de fabrication, parce que nous voulions nous positionner sur le haut de gamme dans cette gamme de bateaux-là.